Un grand merci Vadim Dequet, donc du projet Solidark, pour cette introduction très très complète, hein. Je crois que là les gens ont bien compris la vue d'ensemble. Ce qui mène à deux questions pour toi. Déjà, peut-être tu pourrais expliquer dans ton parcours personnel qu'est-ce qui t'a permis d'accéder à ces connaissances et puis de comprendre ces mécanismes, parce que c'est des choses qu'on apprend malheureusement pas à l'école. Mhm. Et puis justement de donner peut-être des pistes aux citoyens que tu as peut-être rendu curieux avec ces explications pour que eux-mêmes prennent conscience des mécanismes. Est-ce qu'il y a des documentaires qu'on peut regarder? Est-ce qu'il y a des lectures que tu pourrais proposer? Peut-être des auteurs, des économistes qui ont mis le doigt sur ces mécanismes qui sont un peu dangereux. Qu'est-ce que tu proposerais aux gens? Et puis, dans ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a permis à toi justement de prendre conscience de ces mécanismes? Mhm. Je suis toujours nul pour citer comme ça de tête des lectures. Tu me demandes mon film préféré. Oui, j'ai toujours de la peine avec ça. Il y a beaucoup, il y a beaucoup alors, si vous aimez pas lire, il y a évidemment sur YouTube, il y a énormément de conférenciers, d'économistes, de banquiers qui parlent de la création monétaire. C'est pas, enfin, ou de la production de richesse, de comment, des traders aussi, beaucoup de traders, parce que alors, moi, dans mon parcours, personnellement, c'est un peu ça qui m'a amené, à comprendre le système, parce que depuis maintenant quelques années, je suis analyste financier, trader indépendant. Donc, c'est paradoxal, hein, parce que d'un côté, je dénonce cette centralisation, mais pas pour dire que c'est mauvais en soi, l'investissement, le trading, etc. En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la haute spéculation qui traite d'options, c'est technique, mais des contrats à terme avec des effets de levier, des marges qui nous permet de nous exposer beaucoup plus grandement que le capital qu'on détient véritablement. Voilà, il y a plein de mécanismes pervers, mais fondamentalement, l'investissement, c'est quelque chose de sain parce que l'investissement permet aussi de favoriser la production. C'est d'ailleurs pour ça, avec Solidar, qu'on veut relocaliser l'investissement pour favoriser la relocalisation de la production. On pense que ça passe par là. Alors pour le parcours personnel, j'ai étudié les sciences. À la base, je suis cuisinier de métier. Je suis rentré à l'université en passant un examen d'entrée. Et là, en sciences politiques, en sciences sociales et politiques, j'ai été passionné par les sujets de démocratie, philosophie politique, même, ça va de tout, quoi, du royalisme à l'anarchisme, au fédéralisme. Vraiment, c'est des sujets qui m'ont vraiment passionné et construit. Et ensuite l'économie que j'ai mis en pratique à travers le trading. Il existe une éthique aussi en trading, c'est sûr. Ça dépend de chaque personne, mais ça c'est aussi des sujets qui doivent être développés. Évidemment, est-ce qu'on va investir dans le marché de l'armement même lorsqu'il y a une guerre parce qu'on sait que ce marché va prendre de la valeur? Alors est-ce qu'on est prêt à mettre nos valeurs, notre morale de côté pour satisfaire nos intérêts financiers? Ça c'est des questions qui sont personnelles et intimes. Moi, j'ai mes réponses et ma façon de faire. J'essaye au maximum de ne pas rentrer en contradiction avec mes valeurs. Et c'est très faisable en réalité. En fait, justement, et on en reviendra après quand j'expliquerai Solidark, l'objectif, c'est pas de détruire l'économie de marché financière, etc. L'objectif, c'est de rendre accessible à tous l'exploitation du capital financier pour qu'on puisse tous exploiter par nous-mêmes notre propre capital financier collectivement, et surtout pour que ça ne soit plus uniquement le marché financier international composé des plus grosses multinationales du monde qui puisse monopoliser, s'accaparer l'argent du monde entier, mais pour que l'économie locale puisse elle aussi profiter de l'investissement, avoir accès à l'investissement beaucoup plus facilement, puisse exploiter aussi par elle-même son capital financier pour en fait éviter cette fuite de capitaux qu'on voit s'accélérer depuis des années, où en fait l'argent du monde entier va à destination d'un marché financier international totalement déconnecté de la réalité, mais pour justement relocaliser cet investissement à l'échelle locale. Donc, des lectures précises, des personnes... Non, mais c'est assez documenté. C'est pas un système qui est
c'est complexe parce que technique, mais c'est pas obscurant, c'est pas obscur. C'est le système qui aujourd'hui régit le monde, la finance. Donc c'est extrêmement documenté. Si vous voulez aller sur YouTube, il y a des très bonnes conférences et des très bonnes lectures aussi sur le net. Justement, pour aller plus dans l'aspect monétaire, alors en essayant de pas être trop non plus technique et de pas me répéter non plus, être le plus pédagogique possible. On peut dire que, alors, la monnaie, ça c'est vraiment le truc le plus important du monde. À mon avis, même ce système, c'est à l'origine c'est l'origine même du pouvoir. On dit, la monnaie et l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pas pour rien que les rois et les empereurs de tout temps ont imprimé leur visage sur les pièces de monnaie. À chaque fois qu'un empire en domine un autre, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il fait battre sa propre monnaie. Il supprime les autres monnaies et il impose sa propre monnaie. Je crois que c'est une des premières choses aussi qu'a fait Napoléon quand il a pris le pouvoir, c'est de créer la Banque de France. Ils ont rechangé aussi un peu le système monétaire. Ça, voilà. Ça s'est toujours fait. Je crois même les Américains, après le débarquement, en fait, avaient déjà imprimé pour la France des dollars français qui avaient été ensuite mis hors service. Ouais, et puis même aujourd'hui, une grande partie de l'Afrique francophone voit ces francs CFA imprimés par la France. Donc, vraiment, la création monétaire et la monnaie en général, c'est la monnaie. Je dirais que c'est l'expression matérielle du pouvoir. C'est simple à comprendre. Si le pouvoir, c'est une capacité de contrainte et d'influence, il n'y a rien qui contraint plus et qui influence plus que de la monnaie, finalement. Si votre boulanger, il vous donne du pain quand vous allez le voir, c'est parce que vous lui donnez de la monnaie. C'est ça qui le contraint à vous livrer son pain. Donc, voilà, c'est vraiment important de comprendre déjà ça, que c'est vraiment une source de pouvoir énorme, la monnaie, la création monétaire. Maintenant, qui crée la monnaie? Alors, officiellement, formellement, dans nos constitutions, c'est une prérogative régalienne, c'est-à-dire que c'est l'État qui a le pouvoir de battre monnaie. Maintenant, on sait que dans les faits, c'est pas du tout le cas, puisque, alors, déjà, premièrement, les banques centrales, que ça soit la BNS, que ça soit les banques centrales des pays européens ou la Réserve fédérale américaine, sont des banques privées en majorité. C'est pas des banques étatiques. Alors l'État a évidemment un contrôle, nomme aussi les équipes de direction, etc. Mais ce sont des banques privées. La deuxième chose, c'est que ces banques, donc les banques centrales, qui devraient être les seules à avoir le monopole de création monétaire, ne sont en réalité pas les seuls à créer de la monnaie, puisque l'ensemble des banques commerciales, Bisa, tu l'as dit en introduction, créent elle-même de la monnaie à travers justement l'émission de crédit. En fait, là, il faut comprendre que la majeure partie de la monnaie en circulation, ce sont pas des pièces et des billets, c'est de la monnaie scripturale. Donc, en fait, on est déjà pleinement dans la monnaie numérique depuis longtemps. Ce sont des chiffres sur des ordinateurs et c'est ensuite un jeu de bilan entre banques et de crédit qui vient réguler tout ça. Mais donc, la monnaie est créée à travers l'émission de crédit. À la base, enfin, pendant longtemps, on parlait d'étalons or, c'est-à-dire que la monnaie était valorisée par une valeur réelle, une ressource, qui était l'or. C'est-à-dire que les banques avaient de l'or en réserve dans leur coffre pour chaque billet en circulation. Ça veut dire que s'il y avait, je dis un exemple au bol, mais s'il y avait 100 000 billets en circulation et qui avait 100 000 kilos d'or dans les coffres, ça veut dire qu'un billet valait 1 kilo d'or. Voilà, c'était convertible en or. Ça a été abandonné progressivement, d'abord avec les accords de Bretton Woods et ensuite, plus tard, ça a été ensuite abandonné définitivement. Et aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est principalement l'utilisation et l'acceptation de cette monnaie. On va dire que la monnaie aujourd'hui qui est fiduciaire, ça vient du terme, c'est un terme qui signifie la confiance. Donc c'est la confiance et l'utilisation et l'acceptation qui créent la valeur des monnaies. En d'autres termes, on peut parler d'offre et de demande. Pour donner un exemple,
c'est très très parlant aujourd'hui. Le dollar, qui est la monnaie dominante dans le monde, la monnaie impériale, c'est la monnaie impériale américaine sur le monde, qui est la monnaie de réserve mondiale. Hein. Le monde entier utilise du dollar. La plupart des pays défavorisés, par exemple en Bolivie, lorsqu'un Bolivien reçoit son salaire en bolivianos, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va aller changer contre du dollar, parce que il a plus confiance dans la stabilité du dollar que dans la stabilité de sa propre monnaie. Le dollar est imposé et utilisé lors des transactions commerciales sur la quasi-totalité des matières premières, et notamment et surtout concernant le gaz et le pétrole. On le sait, l'ensemble du pétrole du monde entier, quasi, hein, est vendu en dollars. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus il y a de pétrole qui est vendu en dollars, plus le prix du pétrole monte, alors plus la demande de dollars augmente de l'autre côté, et donc ce qui contribue à valoriser le dollar. Là, on le voit très concrètement, le pétrole a atteint des sommets, hein, bon, on le voit à la pompe, puis le début de la guerre en Ukraine, et surtout depuis l'imposition des sanctions occidentales contre la Russie, le prix du pétrole a explosé, et parallèlement, le dollar est aujourd'hui à un sommet historique depuis 20 ans. Il est tout en haut et il se maintient très bien. Et c'est très paradoxal parce que durant la crise du Covid, pour justement sauver les marchés financiers, hein, parce que c'était l'objectif principal de toutes les banques et banques centrales principalement, ont injecté des milliards et des milliards de dollars dans les marchés financiers. Je crois que 40% de la masse monétaire en dollars a été imprimée en 2 ans. Cette masse monétaire a été majoritairement injectée dans les marchés financiers pour les faire gonfler. C'est pour ça qu'ils sont à 2 doigts de l'implosion. Donc, normalement, en théorie, lorsque ces dollars devaient ressortir des marchés, on aurait dû connaître une inflation monétaire, c'est-à-dire une dévaluation du dollar, vu que quand tu imprimes beaucoup trop de monnaie qui ne circule pas assez, qui n'est pas assez utilisée, la monnaie perd de sa valeur. Donc, théoriquement, il y avait fort à parier que, au début de cette année, le dollar perdrait de sa valeur. Or, c'est malheureux, mais c'est malheureusement bien tombé pour les États-Unis. La guerre en Ukraine et l'invasion de la Russie, de la Russie en Ukraine a largement profité aux États-Unis, qui ont pu, grâce au fait que l'ensemble du pétrole mondial est vendu en dollars, ont pu éviter, pour l'instant, jusqu'à quand je ne sais pas, mais ont pu éviter en tout cas une inflation monétaire et justement au contraire imposer leur monnaie comme la monnaie de réserve universelle, qui se porte très bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Vadim. On va peut-être faire une petite pause musicale pour digérer un peu tout ça avec les auditeurs. Et puis, on se retrouve tout de suite après cette petite pause pour la suite de notre débat. Merci.